Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va faire la suite donc, du cours sur la politique et la suite des mécanismes d'obéissance qu'on a commencé à travailler hier. Donc je vous rappelle que ce qu'on a vu avec le texte de Platon, c'était qu'il était très dangereux au fond de confondre une justice qui ne serait que conventionnelle avec l'idéal de justice qu'on peut avoir en tête. Et tout le travail du sophiste, c'est justement de faire passer pour un idéal ce qui n'est qu'une convention et de nous obliger ainsi à nous soumettre de notre plein gré à l'idée de justice. Alors là, on va voir un autre type de mécanisme qui consiste à finalement à croire que parce qu'on a obéi à la loi, on a agi de façon juste, et donc ce qui revient au fond encore une fois à confondre l'idée de justice avec voilà, sa manifestation concrète dans le droit positif, dans la loi. Hein. Et alors pour ça, on va étudier une petite expérience qui est très célèbre et qui s'appelle l'expérience de Milgram. Alors je vous ai mis ici la vidéo en dessous. Tac, voilà. Alors on va travailler sur une petite vidéo qui s'appelle le jeu de la mort. Je vous invite à la regarder et notamment la partie entre 6 minutes 30 et 1h06 qui est la plus intéressante hein, et qui va expliquer un petit peu cette expérience de Milgram qui est très célèbre. Donc regardez-la et je vous invite à répondre à une question qui est qu'est-ce qui fait qu'on obéit hein, dans cette situation? C'est quoi les mécanismes de l'obéissance? Essayez de les relever un petit peu et de comprendre comment certains sujets sont mis en situation d'obéissance. Bien, on se retrouve dans 5 minutes. Mettez, enfin non, pardon, dans 1 heure, puisque cette vidéo dure 1 heure, donc mettez la vidéo sur pause. Ok. Alors, on va reprendre un petit peu ça. Donc, je pense que vous avez pu découvrir un sacré truc hein, qui est un peu choquant hein, quand même de voir comment les gens sont prêts à obéir à peu près à tout et n'importe quoi pour un peu que les conditions soient en place. Euh, alors, on va ici procéder en plusieurs temps. D'abord, on va simplement résumer un petit peu et contextualiser cette expérience. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'on croit? On croit que c'est une expérience qui vise à tester la mémoire d'un candidat et l'influence des punitions sur cette mémoire. Hein, ça, c'est le prétexte qui donne naissance à l'expérience de Milgram. Alors évidemment, c'est qu'un prétexte. Et le but réel, c'est plutôt de tester l'obéissance de quelqu'un à une personne qui semble avoir une autorité légitime et qui pourtant donne des ordres qui sont pas du tout légitimes. Alors, comment est-ce que cette expérience se met en place? Donc, il y a 2 acteurs et un sujet de l'expérience. Alors, avec, dans la version plus récente, un télévisuel et aussi un public, hein, en plus, qui n'est pas anodin. Mais bon, c'est essentiellement 2 acteurs et un sujet de l'expérience. Le premier acteur demande au sujet de poser des questions à une autre personne. Cette autre personne, évidemment, c'est un acteur, mais le sujet l'ignore. Et il croit donc lui envoyer des chocs électriques en cas de mauvaise réponse. Voilà, alors le résultat de cette expérience, c'est qu'une grande partie des sujets irait jusqu'à tuer le candidat, non pas par méchanceté, mais simplement par soumission à une autorité qu'il reconnaîtrait comme légitime. Alors je contextualise très vite. Alors cette expérience de Milgram, c'est une expérience qui est donc faite par un psychologue américain qui s'appelle donc Milgram, et qui est faite dans les années 60, donc voilà, avec un petit peu après la guerre, et en fait qui cherche à répondre à une grande interrogation du XXe siècle. Comment ça se fait qu'un peuple entier, qui pouvait pas être un peuple de sadiques, ou des peuples entiers d'ailleurs, hein, pendant la guerre, se sont accordés voilà, au plus grand... un des plus grands crimes contre l'humanité de notre histoire. Et comment ça se fait en fait que beaucoup de gens ont participé à ça? Et donc l'hypothèse de Milgram, ça a été de dire il n'y avait pas que des sadiques, il n'y avait pas que des méchants, il n'y avait pas que des tortionnaires, mais il y a autre chose en fait qui fait que on peut faire le mal. Et cette chose-là, c'est l'obéissance à l'autorité reconnue comme légitime, qui est produite grâce à ce qu'il appelle l'état agentique. Alors, on va essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est que cet état agentique. On va le faire en 4 remarques. Alors, d'abord, première remarque, on va analyser le mot. Hein. Agentique, ça vient de agent. Donc, l'agent, c'est un peu un intermédiaire entre le patient et l'auteur. Hein, et je trouve que le mot est assez bien choisi. Donc, le patient, c'est celui qui subit, hein, sans pouvoir rien faire. En l'occurrence, c'est le candidat hein, dans l'expérience. Et l'auteur, c'est celui qui a à sa charge la responsabilité d'un processus, hein, c'est celui qui non seulement fait une action, mais s'en reconnaît comme l'initiateur, comme celui qui l'a voulu, comme celui qui l'a intentionné.
L'agent, vous voyez, ça a l'air d'être une réalité un peu intermédiaire. Dans agent, on entend agir, hein, c'est la racine aguerrer en latin, qui veut dire agir. Mais vous voyez, un peu à la façon dont un rouage pourrait agir dans un mécanisme. C'est-à-dire que l'agent n'est pas forcément celui qui a pris la décision, celui qui se reconnaît dans l'action qu'il fait. Hein. Et donc ce mot agent permet de bien montrer l'ambiguïté du sujet de l'expérience, qui est à la fois dans une situation qu'il subit, hein, mais d'une situation qu'il subit, mais qu'il continue, qu'il prolonge volontairement, qu'il reconduit par ses actions, et dont finalement il devient aussi un petit peu l'auteur sans se reconnaître comme auteur. Alors, d'où vient cet état agentique? Milgram nous dit de deux choses. D'abord, il y a reconnaissance d'une autorité, hein, il reconnaît que certaines personnes, alors le scientifique dans les sciences originelles, ou voilà, la télévision, le producteur et la présentatrice dans la version plus moderne, donc que cette autorité-là, elle est légitime, qu'on doit lui obéir, qu'elle a le droit de nous imposer des ordres et éventuellement de nous sanctionner, ne serait-ce que par son mépris, si on y désobéissait. Donc ça c'est le premier élément, qui fera l'objet de la remarque 2. Deuxième élément, c'est qu'en plus de ça, il y a tout un processus psychique qui permet de se mettre en condition d'accepter ce conflit intérieur qui va être vécu par les candidats. Alors cet état produit un objet, et donc ce sera l'objet de la remarque 3. Hein. Cet état produit du coup une obéissance presque irrésistible, hein, car celui qui inflige les décharges se détache mentalement de la situation et s'en reconnaît plus comme l'auteur ou le responsable. Hein. Donc c'est ça l'état agentique, hein, cette faculté qu'on a de finalement neutraliser pour nous-mêmes la situation qu'on est en train de produire et de faire comme si c'était pas nous qui la faisions. Alors on va commencer par analyser un petit peu cette idée de l'autorité légitime. Alors on voit ici qu'il y a dans le reportage qu'il y a toute une construction du poids de l'autorité qui démarre en fait pas du tout juste au moment où on donne les ordres. Ça c'est vraiment l'aboutissement, c'est la fin, mais une construction de l'autorité qui précède ça dans la tête du sujet de l'expérience. Alors dans l'expérience de Milgram, hein, c'était la mise en situation dans le laboratoire avec le scientifique qui a une blouse blanche, qui a le droit de faire ses allées et venues, qui est debout, etc. On a déjà analysé plusieurs fois comment l'autorité était signifiée. Alors ici, ça commence quand? Ça commence en fait dès le coup de fil, hein, qui institue la télé comme une autorité, puisque le candidat ici est choisi parmi des milliers d'autres, voilà, il se sent important du fait, et le fait qu'il se sente important atteste qu'il se sent reconnu par quelque chose qui le dépasse, voilà, et que quelque chose qui est plus puissant que lui. Alors deuxième, donc ensuite il y a l'arrivée, hein, j'ai oublié de l'écrire, l'arrivée en voiture, une voiture un peu luxueuse, qui arrive donc dans des studios d'enregistrement, où on sent qu'il y a beaucoup d'argent qui a été investi là-dedans, hein, qu'il y a beaucoup de monde qui gravite autour de cette sphère, donc au fond il est invité dans une sphère qui n'est pas la sienne, et une sphère puissante, hein, puisque voilà, elle supporte de gros intérêts, de gros capitaux, et finalement il se sent un peu tout petit, hein, dans ce grand hangar quand il arrive, et il sent qu'il est soumis à un pouvoir qui le dépasse. Troisième élément, c'est le producteur, hein, qui joue très bien sa mise en scène, hein, qui est évidemment un acteur, hein, qui ici va implicitement montrer les signes de sa puissance. Alors le premier truc, c'est qu'il arrive en retard, hein, parce que évidemment lui son temps il est précieux alors que celui des candidats pas du tout. Voilà, il regarde sa montre, hein, c'est un homme pressé, donc il signifie le fait que c'est un homme occupé, c'est un homme qui a des décisions importantes à prendre, que c'est un homme dont le temps est précieux, dont le temps est plus précieux que celui du sujet, hein, et c'est ça qui va montrer son autorité. Mais alors en même temps, contrairement par exemple à un policier, hein, qui va manifester son autorité par son uniforme, par son arme, par voilà, la façon dont voilà, ces outils vont être codifié. Alors lui il va utiliser une posture un petit peu un peu cool, hein, un peu de détachement, un peu de relâchement. Voilà, il va remonter ses lunettes, il va se permettre voilà de se poser comme ça sur son bureau, alors que les autres là ils sont tous sages, un peu raides comme des piquets sur les sièges. Donc au fond on voit ici qu'il appuie sur le caractère un peu cool du manager et aussi du caractère transgressif. C'est le seul à avoir le droit de transgresser un peu les codes. Il a le droit d'arriver en retard, il a le droit de se mettre n'importe comment sur son bureau alors que les autres non. Ce qui montre une forme d'asymétrie dans la distribution du pouvoir. Alors, quatrième élément important, c'est le contrat. Le contrat, là, pour le coup, qui appuie l'autorité de la télé par une autorité plus haute, qui est celle de la justice. Dans le contrat, le candidat s'engage
à obéir, en échange de quoi il aura une petite compensation monétaire, et du coup, voilà, hein, cet engagement-là, il est signé et il l'assume en personne. Alors, cinquième élément, donc là il y a tout le moment de l'entrée en scène, de la préparation technique de l'arrivée sur le plateau, avec d'abord le maquillage, hein, j'ai oublié de l'écrire, mais qui est un moment au fond important, puisque voilà, c'est là que le candidat il commence à stresser en fait. Hein, ça devient réel pour lui, il passe vraiment à la télé, donc on lui rappelle que c'est quelque chose de télévisuel, c'est pas juste une conversation entre potes. Hein, le fait de passer par cette étape de déguisement, hein, le fait rentrer dans le rôle du candidat télévisuel et lui fait du coup accepter cette autorité. Et donc vous voyez, en fait on s'occupe de lui, mais en réalité on lui met la pression, hein, en le maquillant. Donc ensuite évidemment le jingle, les caméras, le public, les techniciens, tout ça c'est du sérieux. Il y a une vraie star en face de lui, il est tout petit, et d'ailleurs hein, vous vous rappelez, ils sont là, vous êtes encore plus belle qu'en réalité, blablabla. Donc ils sont au fond vachement impressionnés. On peut imaginer qu'ils sont dans un état de stress assez intense en fait, hein, quand ils arrivent sur ce plateau, et qu'ils font un peu comme ils peuvent pour pas perdre la face et pour dire ce qu'ils croient devoir dire, etc. Alors, tout cela amène deux choses. Hein. D'abord, tous ces éléments convergent dans la production d'une croyance chez le sujet, cette croyance que il est nécessaire d'obéir à ce qu'on me demandera de faire, parce que parce que la télévision a l'autorité pour me donner des ordres, c'est-à-dire je reconnais son droit à me donner des ordres dans cette situation-là, qui est la situation télévisuelle, sa situation à elle et pas la mienne, je n'y suis qu'invité, et du coup je dois obéir au fond au code de la télévision. Deuxième chose, cette inclination ou cette disposition à obéir est complètement renforcée par le grand état de stress dans lequel, je pense, sont les candidats quand ils arrivent sur la télé, et qui les met en position de vulnérabilité. Et là, on a un état de détresse psychologique, hein, il y a la pression, il est tout seul contre tous, et au fond, quand on est en conflit intérieur dans cette situation, parce qu'évidemment, il culpabilise de faire quelque chose qui est contraire à ses principes moraux, et en fait il peut pas s'empêcher d'obéir, d'une part évidemment parce qu'il reconnaît l'autorité, mais aussi parce que dans ce cas-là sa liberté est un fardeau, hein. C'est beaucoup plus simple d'obéir quand on sait pas quoi faire, et de déléguer sa responsabilité quand on a un dilemme. Au fond, le fait de pas affronter le dilemme moral de la désobéissance ou de l'obéissance franche et volontaire, c'est-à-dire bon je te fais du mal mais j'assume, je t'envoie des chocs électriques mais bon j'obéis à un ordre que je reconnais comme légitime. On voyait que les candidats essayent de s'éloigner de cette position assumée. Au fond, c'est de déléguer la responsabilité à quelqu'un d'autre, hein, d'obéir plutôt que de décider. Et on voit ici que la liberté leur pèse comme un fardeau dans cette situation de détresse psychique. Bon, ça, je vous l'ai déjà dit. Donc ici, hein, il y a opposition, hein, le conflit intérieur vient de l'opposition entre l'ordre qui est donné et la morale. Hein, et évidemment, deuxième petite chose que je voulais rappeler, c'est que l'autorité, on se le rappelle, c'est un système de signes, hein, qu'on reconnaît et qui est supposé produire une croyance chez celui qui le reconnaît. L'autorité, c'est une croyance, fondamentale. C'est une croyance qui est signifiée par un ensemble d'éléments qui nous rappellent à l'obéissance. Et c'est pas la qualité intrinsèque d'une personne. Le producteur n'a pas d'autorité. La preuve d'ailleurs, c'est un acteur. On prête cette autorité au producteur, c'est un porte-parole de l'autorité. De même, la présentatrice, c'est une porte-parole de l'autorité. Elle n'a d'autorité que pour autant qu'elle endosse les signes de l'institution qui lui prête cette autorité et qui lui permettent d'avoir la place qu'elle occupe, le micro, etc., etc. Et ça dépend de si beaucoup de gens croient qu'elle a le droit de faire ça, que le producteur a le droit de faire ça, et finalement ça se passe. Alors, troisième remarque, donc on a dit, deuxième remarque c'était l'autorité légitime, comment est-ce que l'autorité légitime était ici construite. Troisième remarque, du côté du sujet de l'expérience, quels sont les mécanismes qui vont le mettre en état d'accepter cette situation et d'y obéir. Et de justifier cette obéissance même quand l'autorité dysfonctionne. Alors on pourrait dire
Donc au fond, il aurait été facile d'obéir parce qu'il n'y avait pas de menace et pas de punition. La première chose qu'on peut dire, c'est que bon, si, il y a quand même une punition, hein. La peur du ridicule, la honte, la peur de ne pas faire comme il faut, voilà, la culpabilité aussi, hein. Les candidats, ils sont en détresse, ils ont peur, ils subissent une forte pression, et on leur donne des ordres quand même directs et insistants, qui sous-entendent une forme de menace, même légère, à savoir l'humiliation, hein. Désobéir a toujours un coût, même s'il n'est pas forcément sous forme de coup de fouet, hein. Deuxième, d'ailleurs j'écris coup, mais enfin c'est coup comme ça, mais on peut l'écrire comme ça. Deuxième élément qui est le plus intéressant, c'est vraiment celui qui fait l'objet de la réflexion de Milgram, c'est ce qu'il appelle la dérobade. La dérobade, c'est comment on fait pour sauver l'autorité, hein, pour sauver finalement la disposition qu'on a à lui obéir, pour essayer de rattraper la légitimité de l'autorité quand elle défaille. Alors, il en relève plusieurs, hein. Je me suis amusé à les relever. Bon, d'abord, il y avait le rire, hein, qui apparaissait, hein, qui permettait au candidat de prendre la distance, mais surtout, comme il disait, d'apaiser la tension psychique qu'il y avait dans la tête du candidat. Ce qui est quand même très important, puisque ça, en s'apaisant, ben, il est plus enclin à continuer l'expérience, hein. Alors, deuxième truc, c'était la triche, hein, qui permet une espèce d'inversion de l'empathie. C'est-à-dire qu'en trichant, le bourreau n'est plus bourreau. Il est du côté de la victime, hein, et comme il est en empathie avec la victime, oh, la pauvre et tout, je vais l'aider pour qu'elle souffre moins, etc. En fait, il sent qu'il fait rien de mal, hein. Ça lui permet de se déresponsabiliser facilement. Ensuite, évidemment, délégation de la responsabilité sur la star. C'est pas ma faute, on me demande de le faire, je fais qu'obéir, c'est pas moi qui ai décidé, hein, je suis qu'un agent, un pion. Quatrième élément, la déresponsabilisation, mais sur le candidat cette fois. Au fond, si je te mets des décharges, c'est parce que tu réponds mal. Et donc là, c'est tous les éléments de l'encouragement. Allez, vas-y, tu vas y arriver. Ou alors les menaces. Si tu continues comme ça, tu vas t'en reprendre une, hein. Et donc ça, vous voyez, c'est une façon de dire, c'est pas moi qui agis, mais je me dérobe à mes responsabilités parce que c'est toi, en fait, qui est l'auteur de tes propres chocs électriques en répondant pas bien. Alors, plus loin dans l'expérience, on voit le pur et simple déni, les types qui parlent au-dessus des cris, voilà, qui enchaînent les questions, qui les lisent le plus vite possible pour que ça s'arrête, et qui finalement disent bon en fait il se passe rien à côté, quoi, hein. Et enfin, le dernier truc qui arrive une fois que l'expérience est terminée, c'est les justifications rétrospectives, hein. Qu'est-ce qui fait que on a fait ça alors que finalement on allait jusqu'au bout. Voilà, c'est de dire voilà, je suis désolé, j'y pouvais rien, c'était horrible pour moi, et surtout à la fin, j'y ai jamais cru. Alors ça, c'est ce qui est quand même le top niveau, j'y croyais pas. Donc on a une façon de se réinventer un passé qui soit en accord avec notre croyance présente, à savoir on n'est pas quelqu'un d'horrible, hein. Et donc on voit ici qu'il y a tout un appareillage mental qui fait qu'on arrive à refuser sa propre responsabilité devant l'événement qu'on est en train de voir. Alors le dernier parce que celui-là il est vraiment il traverse toute l'expérience, c'est ce qu'on appelle l'escalade de l'engagement, et qui est symbolisé ici par les leviers. Donc vous voyez qu'il lève les leviers les uns après les autres, et le truc c'est que quand on arrive au 15e levier, on se dit au fond si je pousse pas le 16e, ça veut dire que je viens de torturer un mec pendant 15 fois. Hein. Alors ça, c'est un truc qui a été très bien compris par les jeux vidéo, par exemple, qui ont inventé des niveaux d'expérience, hein, où finalement, quand on arrive au niveau 52, et qu'on a perdu des heures devant un jeu vidéo, on se dit, mais qu'est-ce qui me pousse à continuer? Et en fait, pas grand-chose, à part qu'on a déjà passé 52 niveaux. Ça nous a engagé dans un certain type de comportement. Alors je vous ai mis sur le site, où est-ce qu'il est? Deux autres vidéos, je sais pas si je les ai déjà publiées. Ah non, j'ai oublié de le faire. Bon, je les mettrai. Une vidéo qui explique un petit peu ce phénomène de l'escalade de l'engagement, qui est très intéressante, elle dure 5 minutes, je vous recommande de la regarder, et qui montre comment on peut conditionner quelqu'un à adopter un comportement sans avoir à le surveiller, du seul fait qu'on l'a un peu amené à adopter ce comportement sur un truc local et facile, hein. On appelle ça aussi l'expérience du pas dans la porte, hein, on dit quand on a réussi à mettre le pas dans la porte, et le reste du corps suivra, hein. C'est quand on fait faire le premier pas à quelqu'un, il risque de lui-même de poursuivre les autres. Bien, ça c'est bon, je l'ai dit. Ok. Alors, dernière remarque. Le public dans tout ça.
Alors ici, donc en fait, on peut dire qu'il est tout autant dans un état agentique. Au fond, il subit aussi les ordres de la télé. Il y a le chauffeur de salle. Voilà, il y a le truc applause. Voilà, qui au fond mettent le public dans un état de déresponsabilisation totale. Alors en plus, lui, par définition, il est spectateur, c'est-à-dire pas acteur. Et du coup, il y a un interdit du public à intervenir dans ces autorités. Mais au fond, on voit bien que ça repose que sur une croyance. Le spectateur endosse ce rôle de spectateur, alors que rien ne l'y contraint. Il n'y a pas de policier, il n'y a même pas de vigile dans le droit, et le spectateur pourrait débarquer sur la scène et dire mais ça va pas la tête, vous êtes en train d'assassiner quelqu'un devant nous, vous arrêtez ça tout de suite. Et on voit bien comment chacun se met dans son rôle parce que l'autorité nous impose ce rôle et on a accepté ça. Alors, il y a un truc en plus qui se joue dans le public et qui est assez, dont on a parlé ces derniers temps, ça s'appelle la dissolution de la responsabilité. Donc je vous ai mis aussi une deuxième vidéo pour vous le montrer, mais je l'ai mal publié, je ferai ça dans 5 minutes. Qui consiste à dire que plus on est dans une foule, moins les individus vont prendre d'initiative. Plus on est, plus la responsabilité est dissoute. Et alors ça c'est quelque chose qu'on observe très bien dans les cours de récréation quand il y a une bagarre, et qu'il y a un joli cercle de spectateurs se forme autour de la bagarre, et plus le cercle est nombreux, moins les gens osent intervenir. Parce qu'on intervient sous le regard des autres, on ose prendre une décision en lieu et place du groupe, alors qu'on n'est qu'un simple individu parmi elles. Donc il y a un effet anonymisant de la foule. Dans la foule on n'est plus personne, et du coup on a le droit de prendre aucune décision par nous-mêmes. Donc ça c'est un phénomène qui a été un peu étudié pour des raisons de harcèlement, et notamment comment ça se fait que dans le métro, des choses comme ça, des gens laissent arriver sous leurs yeux des choses très graves alors qu'il y a des spectateurs, quoi. Et ça c'est vraiment très étonnant. Alors je voudrais juste rajouter avant de passer à la dernière remarque que du coup l'intérêt quand même de cette expérience, c'est de se défendre un peu contre ces réflexes mentaux justement de négation du réel ou de négation de la violence. Une fois qu'on a un peu conscience que quand on triche, quand on rit, quand on essaye de voir si la responsabilité ne serait pas ailleurs, c'est peut-être qu'on est déjà en train de faire une bêtise et qu'il faudrait s'arrêter, ou qu'il faudrait avoir le courage de dire non et de refuser. Et de la même façon, quand on est dans un troupeau, peut-être qu'il y a une solution qui consiste à rappeler les gens à leur responsabilité individuelle, ne serait-ce qu'en demandant aux voisins de droite ou de gauche de venir nous aider à aider la personne qui est en difficulté. Alors je vous ai fait un petit exemple ici pour finir de paragraphes argumentés tels que vous pourriez l'utiliser dans une dissertation sur la morale ou sur la politique, et qui porterait sur est-ce que le mal vient toujours je sais pas d'une liberté mal utilisée ou que sais-je. Et donc je vous ai fait un petit paragraphe argumenté un peu structuré, on l'a fait avec des élèves ensemble une année. Alors au premier abord, on pourrait penser que c'est toujours par sadisme qu'on fait les actes les plus cruels. Milgram réfute cette idée. Alors, expliquons-nous, ce psychologue américain met en place une expérience qui va évaluer la capacité des sujets à désobéir à une autorité qu'ils reconnaissent comme légitime, et qui pourtant ordonne de transgresser les valeurs morales les plus admises. Alors ici, lors d'un prétendu test sur la mémoire, un sujet est sommé d'infliger à une personne des décharges électriques de plus en plus fortes si celle-ci se trompe. Alors la victime, bien sûr, est un acteur, mais les résultats n'en sont pas moins éloquents, une très grande partie d'entre nous obéirions. Alors justifions, comment est-ce que Milgram explique ce phénomène ? Eh bien c'est parce que ces sujets ne sont pas des pervers ou des sadiques, mais le dispositif introduit chez eux un état agentique, induit chez eux un état agentique. Dans cette situation, l'obéissance devient presque irrésistible, ils ne peuvent pas s'empêcher d'obéir, car celui qui inflige les décharges se détache mentalement de la situation qu'il est en train de vivre, et il ne se reconnaît plus comme l'auteur, comme responsable. Cet état, dit Milgram, résulte, alors ce qu'on avait dit dans la remarque 2 et 3, d'une part de l'acceptation d'une autorité qui a été légitimée, qui a été reconnue comme légitime, dont on a construit la légitimation, et d'autre part par un mécanisme psychologique de défense que Milgram appelle la dérobade, et qui amène ce dernier à ne pas prendre conscience de son engagement dans la situation. Alors dans le jeu de la mort, la version modernisée de l'expérience, la reconnaissance de l'autorité se produit petit à petit, quand le candidat rencontre un producteur, il se soumet à l'œil des caméras, aux applaudissements du public, aux injonctions d'une célébrité, et alors il est si stressé que la seule chose qu'il parvient à faire pour ne pas sembler ridicule, c'est d'obéir. Cependant, quand les ordres deviennent manifestement immoraux, puisque la victime quand même supplie qu'on l'épargne, un phénomène étonnant survient. La conscience se détache de la situation et se masque à elle-même le fait qu'elle y participe.
Elle met à cette fin un ensemble de stratagèmes de défense qui permettent aux candidats de déculpabiliser et de se déresponsabiliser et du coup de continuer à agir et à torturer la victime. Ainsi, par exemple, il se met à rire, à tricher, à encourager la victime, à la consoler, voire à nier purement et simplement la réalité de sa situation. Alors paradoxalement, tous ces mécanismes, qui pour la plupart sont censés être destinés au bien-être de la victime, amoindrissent également la tension psychique du bourreau et l'encouragent à accepter la situation et du coup à la prolonger, et donc à aggraver le mal-être de la victime. Milgram montre ainsi qu'il n'est pas besoin d'être cruel pour faire le plus grand mal, mais il suffit d'être sensible aux mécanismes qui induisent l'obéissance. Voilà, j'espère que ça vous aura bien intéressé, et vous voyez ici que voilà, c'est cette assimilation finalement entre l'obéissance à l'autorité et la valeur de la justice. C'est trop injuste de désobéir à l'autorité, et tous les mécanismes implicites que cette confusion implique, et qui implique la dérobade, par exemple, on pouvait amener à la pire des situations, et à oublier qu'au fond la justice était parfois qu'une convention, et parfois une convention mauvaise. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous, à bientôt.